la façon d'accueillir, de ne pas accueillir, les possibilités ou pas d'une rencontre, avec Olivier qui est parti chercher chez les plus optimistes, hein, chez Declercq et Maison Dieu. Bon, tu parlais j'ai entendu deux choses. À la fois, quel est le sens de l'errance pour la société, et aussi le sens de l'errance chez l'individu avec ces deux groupes. Et t'es passé, je trouve, un petit peu vite sur ton concept d'errance essentielle. Quel est le sens de l'errance chez ces personnes-là, s'il te plaît? Le problème de l'errance, c'est que justement, c'est d'abord une absence de sens. C'est-à-dire, comme j'avais 4 ans à perdre, j'ai fait une thèse, en étant un peu vieux déjà, et une thèse sur l'errance avec justement ce développement d'un concept, c'est le concept de l'errance essentielle. Qu'est-ce que ce serait l'errance essentielle? Je le disais tout à l'heure, c'est vrai un peu vite fait dans l'exposé, parce que c'était pas ce que je souhaitais développer plus. Je parlais d'un état limite dépassé. Qu'est-ce que c'est qu'un état limite? Ce qu'on appelle une astructuration état limite, pour bien parler en fonction de certains auteurs, notamment de Bergeret en France, à propos des états limites. Eh bien, un état limite dépassé, c'est justement quelqu'un qui va échouer là où l'état limite réussit, entre guillemets, dans ses défenses. L'état limite, il va s'accrocher. Il va être toujours en train de chercher une relation d'étayage. Il va utiliser l'autre, alors des fois de manière très particulière, voire pathologique, à la limite de la perversion, par exemple, etc. Mais il y a toujours le recours à l'autre. L'état limite, il ne se laisse pas choir comme ça. Il continue d'avoir cette dynamique d'aller chercher chez l'autre. C'est bizarre, c'est pathologique, c'est anormal, de dire tout ça est juste, mais n'empêche qu'il est pseudo-vivant, au moins. Ce que je développe comme hypothèse avec l'idée de l'errance essentielle, c'est que justement, ces défenses-là sont inaccessibles. C'est-à-dire qu'au fond, l'errant essentiel, il serait dans une errance depuis des traumatismes graves, et probablement des traumatismes qui ne peuvent pas se réparer dans l'enfance. Des traumatismes qui font que l'enfant, y compris dans son immaturité, va se retirer des liens, au fond, vis-à-vis d'autrui, et va se retrouver dans un isolement, avec une faculté à faire comme s'il était là, et en même temps avec un largage du côté du lien. C'est-à-dire qu'au fond, depuis ces traumatismes, pour lui, plus rien n'a de sens. Au fond, aucune relation ne compte vraiment. Au fond, il peut se conformer, mais il n'adhère à rien. Voilà, on pourrait le dire un peu comme ça. Alors cet enfant-là, c'est souvent donc un enfant qui est traumatisé. En fait, on devrait dire qu'il est polytraumatisé, parce qu'il y a beaucoup de traumatismes qui sont d'abord issus des premiers liens, et ensuite des traumatismes qui se répètent par les échecs dans la prise en charge dans l'enfance. C'est-à-dire, souvent ce sont des enfants qui ont été placés. Tu as parlé d'une statistique abominable par rapport à ça, hein, tout à l'heure, je trouve. Donc ces enfants placés, il n'y a pas toujours des bons placements. Il y a beaucoup d'enfants qui sont placés et qui s'en tirent bien, heureusement. Il y en a aussi un certain nombre qui passent un peu inaperçus, qui changent de famille d'accueil parce que ça ne va pas, qui arrivent dans un foyer mais ça ne le fait pas non plus. Au passage, personne ne se rend vraiment compte, avec sérieux je dirais, et investissement, que les enfants en question, ils n'acquièrent rien. C'est un autre élément, je pense, comme un signe pathognomonique de ce type d'état, c'est-à-dire ils n'acquièrent rien, ils vont à l'école mais ils n'apprennent pas, ils arrivent à passer des diplômes mais ils échouent, et puis au bout du compte, ils se retrouvent à 18 ans, en train d'être évacués des systèmes justement d'assistance, de l'ASE, disons, et ils se retrouvent dans la rue. Ils se retrouvent dans la rue à commencer une carrière de SDF, exactement avec ce préalable dont je parle. C'est-à-dire que leur errance, elle ne commence pas avec le fait d'être à la rue, elle a commencé déjà bien avant. Voilà. Ce sont, pour moi, ceux-là, ceux qui ont le plus de chances de devenir des clochards aboutis, qui ont le plus de chances de mourir le plus vite, et qui effectivement sont dans une forme de survie,
C'est exactement ça, là, strictement, de survie qui n'amène pas du tout au même type d'attente que pour vous et moi. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Une question du docteur Perra. Oui. Bon, on va vous la donner là. Et oui, c'était clair, Olivier. Oui, je voulais poser une question au professeur Merkel, puisqu'au fond, pour moi, il y a quand même quelque chose d'irrésolu entre le secteur et le fait des équipes mobiles. Je vais être un peu provocatrice. Je défends l'équipe mobile avec laquelle je travaille. Je pense qu'on fait un travail on fait un travail que d'autres ne font pas. Et pour moi, la grande question, c'est qu'en est-il du secteur? Au fond, est-ce qu'il n'y a pas... qu'est-ce qui fait que le secteur ne s'occupe plus de ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est lâché sur ces personnes-là? Voilà. Donc pour moi, c'est une question tout à fait importante. J'ai essayé tout à l'heure par la diapo qui était une compilation d'une mini-enquête comme ça faite auprès des collègues. C'est vrai qu'un accueil de type basse-œil, inconditionnel, souple, adapté, personnalisé, etc., bref, tout ce que l'on peut imaginer ne peut être offert dans un CMP. Ne serait-ce qu'en ambulatoire. Je pense qu'en hospitalier, c'est un peu différent. Mais en ambulatoire, c'est assez compliqué l'accueil basse-œil. On imagine bien, enfin, quand on a des consultations tous les quarts d'heure, quand il y a quelqu'un qui arrive en retard, ça pose déjà un problème. Quand il y a quelqu'un qui arrive, qui pue, qui vomit dans la salle d'attente, sur les gamins ou sur les... Bref. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut des CMP spécialisés. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis que il faut repenser l'accueil un peu différemment pour ces personnes. Et c'est vrai que avec les EMPP, on n'a pas vocation à suivre ces personnes, mais on a vocation à faire tuilage. Hein, c'est-à-dire, si on prend la connotation musicale, un tuilage, c'est comme chanter en canon, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on reprend le même phrasé. Eh bien, il peut y avoir des suivis conjoints entre le CMP et le MPP pendant un certain temps, qui, comme dit Fernand Reynaud, voilà, peut durer un certain temps. Le refroidissement du fût du canon est aussi long que la sortie de rue. Donc, voilà, c'est un certain temps. Et pendant ce tuilage, eh bien, il y a un suivi conjoint. Et ça, c'est parfois assez structurant. Parce que ça confronte le SDF justement à ce que disait Olivier et l'angle d'attaque par la théorie de l'attachement sur le lien en creux, c'est-à-dire que ces personnes-là, de toute façon, ne feront pas confiance et que ça va se travailler. Et ce qui n'a pas été fait dans l'enfance doit se faire maintenant. Et je suis désolé, mais en CMP, quand on a 30 patients à voir dans la consulte l'après-midi, on ne peut pas s'en occuper. Donc, c'est un peu le prendre soin. Voilà. On les soigne très bien. Alors peut-être qu'ils sont très bien soignés au CMP, c'est-à-dire renouvellement d'ordonnances, etc., les accès aux droits, tout ce qu'on voudra, et puis peut-être le prendre soin sur les EMPP. Et il y a quelque chose là d'assez complémentaire. Mais pour moi, les EMPP, c'est du secteur. Hein. C'est du secteur avancé. C'est une pratique avancée pour les infirmiers. C'est une pratique avancée pour les médecins. C'est quelque chose qui est une émanation du secteur. Et je pense que dans 30 ans, il n'y aura plus de secteur. Il y aura deux activités, une activité en hôpital pour, entre guillemets, la réanimation psychique, mélancolie, suicide, dépression, tout ce qu'on voudra, délire, etc. Réanimation psychique, plutôt en hôpital général. Et l'autre, eh bien, ce sera une palette d'équipes mobiles, périnate, personnes âgées, adolescents, précarité, etc. Et ça sera ça le secteur, je pense, dans 30 ans. C'est-à-dire une valence hospitalière forte, recherche, tout ce qu'on voudra, pointue. Voilà. Et puis une psychiatrie basse-œil, une psychiatrie, j'allais dire presque, oui, du pauvre, mais pourquoi pas. Hein, voilà. Et ça, c'est le fondement du secteur. Voilà. Ça ne me gêne pas. Deux autres réactions en salle, et c'est plutôt pas mal. Oui,
Moi, je suis docteur Ameux, je travaille au XAPA, rue de la Forêt. J'avais une question concernant le professeur Marquez. Quand il parle de patates chaudes, ça m'intéresse de savoir comment elle arrive à être chaude. Enfin, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le mécanisme? Oui, bon, la patate chaude, vous savez, c'est la personne qu'on se refile tout le temps, qu'on ne veut pas. Voilà, donc j'évoquais tout cela tout à l'heure par le manque de coordination que l'on a. Combien de fois nous asseyons-nous autour d'une table, tous les intervenants qui concernent une personne, y compris avec la personne, hein, on ne le fait pas souvent. Pour pas dire, on ne le fait jamais. Quand on fait une réunion entre un CMP et un CHRS, la personne n'est jamais là. Bon, voilà. Et donc il y a peut-être des refroidisseurs de patates. Il n'existe pas des chauffeurs de patates, il y a des refroidisseurs de patates que peuvent être les nouveaux métiers, comme je pense les médiateurs santé-père. On a dans notre équipe un médiateur santé-père, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu cela, qui a vécu des échauffements de patates et qui sait comment il peut apprendre à l'autre. Et quand on nous dit arrêtez de nous chauffer les oreilles, quand un patient nous dit ça, c'est ça, il chauffe la patate. Là. Et donc c'est au patient de nous dire qui l'a chauffé, qui a induit cette boule de flipper comme ça qu'on se renvoie chacun. Voilà. Donc si on accepte de s'asseoir sans se disqualifier, sans considérer que l'autre est un connard, sans considérer qu'on fait mieux que lui, etc., on arrive à construire. Parce que, encore une fois, à côté du Libéria ou du Costa Rica ou d'autres pays, on a quand même un tout petit peu plus de moyens en France et on est capable de le faire. Sauf que ça dépend d'une volonté aussi de décloisonnement et de coordination entre nous. C'était pour ce que vous disiez sur le CMP, en fait. Plutôt sur l'évolution possible de l'hôpital. En gros, il n'y aura plus de CMP, c'est ce que vous venez de dire. Alors que dans le CMP, enfin moi c'est comme ça que j'ai compris et c'est ça qui me fait réagir. Alors que j'ai l'impression quand même que les CMP, en ambulatoire, sur leur partie ambulatoire, alors avant ils étaient beaucoup plus passés qu'ils sont actuellement. C'est vrai que là, on leur demande beaucoup plus de boulot. On pourrait espérer que si on concentre de la recherche pure à l'hôpital, sur l'extérieur on met plus de centres de CMP, parce qu'ils ont quand même une fonction d'accompagnement, de prévention, etc. et que c'est pas que des équipes mobiles. Oui, bien sûr, mais moi j'incluais, excusez-moi, le CMP dans les équipes mobiles. C'est-à-dire avec sa fonction d'être dans les réunions d'assistants sociaux de quartier, d'aller dans les conseils locaux de santé mentale, de faire partie des groupes de visite à domicile, parce que ces équipes mobiles, elles ne sont pas rattachées à l'hôpital, elles sont rattachées au CMP. C'est à partir du CMP qu'on parle. Le pivot du secteur, c'est pas l'hôpital, c'est le CMP. Voilà, historiquement, le pivot du secteur, c'est le CMP. L'hôpital n'est qu'une antenne du CMP. C'est tout. J'en profite aussi pour rebondir sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait au fond qu'on a développé les EMPP? C'est quand même des obligations. C'est-à-dire que, des obligations, c'est des rapports au ministre qui ont alerté sur le fait d'une santé mentale complètement comme ça laissée pour compte de la population SDF. Ça n'est arrivé que tardivement dans les constats sociétaux. Et heureusement qu'il y a eu cette prise de conscience, mais ça veut dire quand même, ça donne un peu de l'eau au moulin de ce que j'ai évoqué en premier lieu, c'est-à-dire les stéréotypes de pensée. Voilà une population dont l'hôpital n'a jamais trop voulu développer la prise en charge, et avec l'idée, la patate chaude, précisément, c'est-à-dire un clochard, c'est du social. Voilà. Et de ce point de vue, l'alerte s'est aussi faite par les travailleurs sociaux qui se sont trouvés à devoir accueillir ce public-là et confrontés à des étrangetés, à des demandes ou nos demandes, en tout cas nécessité de faire avec un public qui nous désarçonnait, nous, travailleurs sociaux. Et il est vrai qu'à un moment donné, il y a eu aussi une demande à l'adresse de la psychiatrie de pouvoir un petit peu venir nous éclairer sur des manières de faire. Et de ce point de vue, la rencontre s'est fait nécessaire entre la psychiatrie et ces travailleurs sociaux.
voilà, alors cette rencontre et je dirais ce forçage un petit peu quand même dans la rencontre et dans le travail, en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça a pu aussi modifier pour vous en tant que soignant pour rendre possible cet accès à ce public dans les missions qui étaient les vôtres? Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? Je peux juste répondre, c'est qu'en 15 ou 20 ans d'évolution, on voit bien qu'on ne se jette plus les assiettes à la figure, quoi, comme dans les vieux couples. On n'est plus là à se dire hébergez vous le social et on soignera après, ou la parole du social, c'est soigner d'abord et on hébergera après. On est maintenant dans une époque de co-construction quand même, où, ben voilà, je prends l'exemple, la mairie a préempté un hôtel, et ben nous a fait asseoir en salle de mairie entre un porteur associatif et l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Comment voulez-vous construire? Ben on est allé jusqu'à choisir la couleur des murs, à trouver un local pour une infirmière qui viendrait faire une permanence dans ce CHRS. On a co-construit ensemble. Ce qui évite l'appel au secours comme Zorro, secteur, venez vite, il y a quelqu'un qui veut se suicider dans notre CHRS. Oui, d'accord, mais bon, pendant ce temps, nous on s'occupe d'une femme enceinte qui est en train d'égorger son gamin ou autre, voilà. Donc on ne peut pas forcément répondre à tout. Et donc si on veut faire ce qui est l'essence de notre métier, c'est-à-dire quand même la prévention, et qu'on est quand même un tout petit peu faible en France sur la prévention, la prévention c'est commencer les partenariats le plus tôt possible. Et que l'histoire de convention, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Si c'était la bague qui faisait l'amour, ça se saurait. Je crois qu'il y avait une dernière intervention dans la salle tout à l'heure qui s'était manifestée. Si ce n'est plus le cas, si, ici, juste là, voilà. On va essayer de faire assez court là pour le coup, dans le sens où il y a tout un programme qui nous attend derrière. Il faudrait veiller à ne pas prendre trop de retard. Je vous en prie. Très rapidement, en fait, je suis travailleur social de formation et j'ai beaucoup aimé votre idée de ce travail de lien entre le travail social qui peut être la porte d'entrée et ce transfert qui se fait. Mais je pense des fois un manque de formation des travailleurs sociaux aussi sur qu'est-ce qu'on fait du transfert et comment on le fait, on le transitive vers le soignant. Donc, et par rapport à ce que vous disiez aussi sur le fait qu'on puisse construire les choses ensemble en fait, et que les professionnels ne soient pas cherchés à qui la faute, parce qu'effectivement, j'ai une expérience à l'ASE et autant un adulte peut manifester et dire « vous me chauffez les oreilles », un enfant, il s'éparpille. Voilà, un enfant, c'est le comportement qui va exprimer et qui peut être aussi simplement un manque d'échange entre professionnels et peut-être un manque de clarté sur les missions de chacun en fait. Voilà. Juste pour au moins répondre sur un tout petit bout de votre intervention, ça s'apprend nulle part, dans aucune école, comment on adresse un patient à quelqu'un d'autre. Vous êtes travailleur social, les travailleurs sociaux n'apprennent pas ça, mais les psychologues n'apprennent pas ça, les médecins n'apprennent pas ça. On nous dit, voilà, vous allez travailler en équipe pluridisciplinaire. Parfait, mais qui définit l'équipe et le type d'échange, c'est là qu'on va y avoir. À chaque fois, c'est une improvisation, avec des différences notoires d'un lieu à l'autre. Et puis avec une actualité qui pousse, à mon avis, à faire que dans certains lieux, l'autoritarisme médical prend le pas, et du coup, voilà, on devient... voilà, des menaces en plus, quand même assez violentes. Et non, mais avec justement, comme ça, des fois, des échanges dans les équipes qui sont très, très, très verticaux. D'où l'importance de l'analyse pratique. Mais précisément, quand les échanges sont verticaux, les tenants des lieux en question interdisent l'analyse de pratique, bien évidemment. Bah oui, il y a une logique quand même. Je vais mettre fin à cet échange, malheureusement.